Suite au succès de New York 1997, Carpenter va commencer à travailler au sein du système hollywoodien, et donc disposer de budgets plus conséquents pour tourner ses films. S'ils ne sont pas vraiment à considérer comme du cinéma bis, les films issus de cette période n'en sont pas moins intéressants. Le premier sera The Thing, remake d'un film d'Howard Hawks, qui sera un échec retentissant au moment de sa sortie, mais qui connaîtra un énorme succès en vidéo, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme culte. Avec Evil Dead de Sam Raimi, The Thing est certainement le plus grand film d'horreur des années 80 et peut-être le meilleur film de Big John. Excepté la musique composée par Ennio Morricone, tous les autres éléments propres à Carpenter sont là. Le scope, l'unité de lieu, l'unité de temps, la nuit, le mal abstrait, l'anti-héros, etc. Mais c'est surtout pour ses effets spéciaux que le film aura marqué son époque. Dû à Robotine avec qui Carpenter avait déjà bossé sur Fog, ils sont foncièrement dégueulasses à l'image mais d'une maîtrise technique hallucinante. A mon sens, aucun autre film des années 80 n'ira aussi loin dans les effets spéciaux physiques que The Thing. Et pour l'anecdote, Robotine a d'ailleurs fait un petit séjour à l'hosto sur le tournage pour cause de fatigue extrême. A noter qu'il existe un remake de ce film sorti en 2011 qui s'appelle aussi The Thing, mais qui est en réalité un préquel au film de Carpenter. Alors il n'est pas désagréable à regarder, mais certaines images de synthèse utilisées ici ont parfois un petit côté Tour du Trône, qui font qu'après le travail de Robotine, ça passe un peu moins bien. Si The Thing n'entache pas sa réputation à Hollywood, Carpenter va un petit peu accuser le coup, et enchaîner directement sur deux commandes. Tout d'abord Christine, tirée du roman de Stephen King, qu'il réalisera sans grande conviction, mais qui dispose malgré tout d'images marquantes et d'une excellente BO. Ensuite Starman, certainement l'œuvre la plus familiale de Carpenter, dans laquelle un extraterrestre qui s'est craché sur la Terre cherche à retourner chez lui. Et si le pitch vous fait penser à E.T., c'est normal, le gentil alien de Spielberg ayant un peu défoncé celui de Carpenter au box-office en 82, il y avait peut-être une petite revanche à prendre à ce niveau-là. En 1986, c'est le drame. Big John réalisera les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, et comme pour The Thing, le film va se rétamer au box-office. Pourtant, les intentions de départ étaient nobles. Ayant été marqué par Zoo, les guerriers de la montagne magique de Tsuark, Carpenter s'était mis en tête de rendre hommage au cinéma hongkongais et à toute la folie furieuse qui y règne. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, peu de gens connaissaient ces films, et au final, ni les studios ni les spectateurs n'ont compris ce que Carpenter faisait. La Fox pensait tenir un film d'aventure dans la lignée des Indiana Jones, mais au lieu de ça, ils ont eu un gigantesque foutoir dans lequel le héros est un crétin maladroit, incapable de se battre correctement et qui traverse tout le film sans jamais vraiment comprendre ce qui lui arrive. À leurs yeux, c'est l'échec de trop. Carpenter a merdé complet et les portes d'Hollywood vont donc se fermer. Mais comme pour The Thing, les aventures de Jack Burton sera réhabilité au fil des années grâce aux multiples diffusions télé et au marché de la vidéo pour au final devenir culte. Et puis entre-temps, le monde a fini par découvrir les fameux films hongkongais auxquels Carpenter faisait référence, ce qui a peut-être aidé un peu. Revenu dans le circuit indépendant et toujours un petit peu amer de son expérience hollywoodienne, Carpenter va balancer toute sa colère dans deux films de dingue, deux diamants noirs qui comptent parmi les plus belles réussites de sa filmographie. Prince des Ténèbres en 1987 et Invasion Los Angeles en 1988. Prince des Ténèbres est certainement l'œuvre la plus sombre de Carpenter, un film qui détonne complètement avec le précédent. Déjà en termes de rythme, là où Jack Burton était speed, ici on prend son temps pour installer l'histoire et poser l'ambiance. Et pas d'humour ni de second degré. Dans Prince des Ténèbres, il est question de mécanique quantique, de réflexion sur la perception de la réalité et de Dieu. À la demande d'un prêtre, un professeur d'université spécialisé dans l'antimatière va réunir plusieurs étudiants pour aller enquêter dans une église désaffectée où plusieurs éléments étranges ont eu lieu. L'équipe et le prêtre cherchent surtout à savoir à quoi correspond la vapeur verte enfermée dans un cylindre au milieu de l'église. Mais lorsque tout ce beau monde va commencer ses recherches, des clochards à l'extérieur du bâtiment vont devenir de plus en plus agressifs au point d'empêcher tout le groupe de ressortir. Carpenter aborde encore une fois le thème du mal absolu, mais via un angle beaucoup plus sombre. Dans ses précédentes réalisations, les personnages ne faisaient pas que fuir le mal. Ils tentaient de l'analyser et de le comprendre afin de pouvoir mieux le vaincre. Ici, malgré tout leur savoir, l'homme d'église et l'homme de science font face à quelque chose qu'ils ne sont absolument pas en mesure de défaire puisque le mal dont il est question n'est autre que l'antidieu lui-même. Et rarement un film ne m'aura paru aussi nihiliste et désespéré que Prince des Ténèbres. Que ce soit à l'extérieur de l'église avec Alice Cooper et ses potes, à l'intérieur où le mal va peu à peu se propager, ou même dans les rêves des personnages, le mal est partout et sa victoire paraît acquise dès le début du film. Je vais pas forcément rentrer plus dans les détails pour éviter de trop spoiler, mais si vous cherchez un excellent film d'horreur, bien fichu, exigeant, complexe, qui fasse vraiment peur, cherchez pas plus loin. Un peu comme Fog, Prince des Ténèbres n'est pas forcément le Carpenter le plus connu, mais il mérite vraiment d'être découvert ou redécouvert, ne serait-ce déjà que pour l'originalité des thèmes qu'il aborde, son ambiance, encore une fois, la qualité de son écriture, et un putain de jumpscare ou cité cardiaque tuber, direct. Le film suivant, Invasion Los Angeles, pourrait grossièrement être résumé par Big John versus The World. John Nada est un vagabond qui, comme son nom l'indique, ne possède pas grand-chose, et vit au jour le jour grâce à des petits boulots dans le bâtiment. Il va rapidement découvrir qu'une société secrète est cachée non loin de là où il travaille et que celle-ci lutte contre une menace invisible, des extraterrestres dissimulés parmi la population et qui ont pour mission de l'asservir via des messages subliminaux cachés dans les publicités et les éléments de consommation du quotidien. A première vue, le film est une bonne petite série B, un western urbain plein d'action devant lequel on passe un bon moment. Mais si on regarde le film sous un autre angle, on s'aperçoit rapidement que c'est bien plus complexe que ça.
Toujours un peu aigri par son expérience hollywoodienne, Carpenter va se servir d'Invasion Los Angeles pour régler ses comptes et tirer à boulet rouge sur tout ce qui ne lui plaît pas. Le côté un peu rebelle anard qu'il y avait déjà dans New York 1997 va ici complètement exploser et donner lieu à un des plus énormes pamphlets que le cinéma ait jamais connu. Il faut voir la scène hallucinante où le personnage de John Nada découvre la vérité via des lunettes spéciales pour se rendre compte de la pertinence et de la violence du discours pour l'époque. Dans le vrai monde, tout est en noir et blanc. Les messages consomme, dors, ne pense pas, regarde la télé, obéit sont absolument partout, et les extraterrestres se sont infiltrés dans les plus hautes sphères de la société, allant même jusqu'à la présidence du pays. Les médias, la police, les banques, tous les puissants, les grands organismes et d'une manière générale tout ce qui peut représenter l'ordre est corrompu. Le pauvre citoyen n'a pas d'autre solution que de se soumettre et de rentrer dans le rang, car dans le cas contraire, il est éjecté du système. Il est intéressant de voir à quel point tous les éléments montrés du doigt par Carpenter en 88 sont devenus aujourd'hui un réel problème. Que ce soit la répression policière avec les pauvres chassés sans sommation, la corruption, la consommation poussée à l'extrême, ou l'abrutissement des masses via la télévision. Donc Invasion Los Angeles, film engagé, certainement. Film d'anticipation, malheureusement il y a des chances aussi. Après, le personnage de John Nada, c'est encore une fois John Carpenter, et la fameuse scène de carnage dans la banque ne doit évidemment pas être vue comme le simple fantasme d'un psychopathe qui veut tirer sur tout ce qui bouge en balançant une punchline, mais plutôt comme un cri d'alarme. Le jour où la vraie Amérique, celle des minorités et des laissés pour compte, va se soulever et se rebeller contre les puissants qui contrôlent tout, font n'importe quoi et s'enrichissent sur son dos, ça ne se passera pas forcément de manière très calme. Et Hollywood dans tout ça? Alors bizarrement, Carpenter ne l'attaquera pas frontalement dans ce film, mais lui flanquera un énorme coup au cul quelques années plus tard dans la suite des aventures de Snake Plissken, Los Angeles 2013. Et je vais m'arrêter ici pour Carpenter. Il reste encore pas mal de films à traiter, mais je vais vous laisser les découvrir par vous-même, maintenant que vous êtes, j'espère, un petit peu plus familier avec l'univers de Bottom. Alors dedans il y a du bon, du moins bon, un chef-d'œuvre, mais incontestablement il y a toujours derrière la même volonté de livrer un film carré, rentre dedans et en gardant un maximum son indépendance. Le apostrophe S que l'on retrouve devant presque tous ses films n'est pas là que pour faire joli. Aujourd'hui, Carpenter semble avoir mis sa carrière de réalisateur en stand-by, mais il est devenu totalement culte pour toute une génération de réalisateurs et de cinéphiles, au point que certaines de ses œuvres sont encore régulièrement récupérées par la pop culture. Deux choses pour terminer, je vous conseille fortement son album Lost Theme, sorti il y a un petit peu plus d'un an, dans lequel on retrouve tous les morceaux que Carpenter a composés pour ses films sans jamais les utiliser. Notamment Vortex, le morceau qui ouvre l'album et qui est une tuerie, et plus récemment, je crois qu'il a aussi travaillé avec Jean-Michel Jarre sur son dernier opus. Et pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus loin dans l'analyse des œuvres de Carpenter, je leur conseille le bouquin de Luc Lagier et Jean-Baptiste Thoré, Mythes et Masques, les fantômes de John Carpenter. Alors comme souvent avec Thoré, c'est passionnant mais extrêmement pointu, donc il faut bien avoir en tête les images des films avant de se lancer dans la lecture. Le bouquin est par contre épuisé depuis un petit moment, donc bon courage si vous voulez mettre la main dessus, parce que perso j'en ai un petit peu chié. Il est possible que je revienne sur Carpenter dans une prochaine vidéo, mais en attendant je ne peux que vous encourager à découvrir ou redécouvrir toutes les œuvres du bonhomme, car déjà c'est un type de cinéma qui ne se fait plus aujourd'hui, ou en tout cas pas de la même manière, et surtout parce que trop peu de réalisateurs qui œuvrent dans l'horreur possèdent ce que lui a toujours eu, à savoir un talent, un univers, une patte et surtout une énorme paire de couilles.